Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va être assez difficile pour moi à tourner. Je vais essayer de pas pleurer mais je vous préviens, j'ai déjà envie de pleurer donc voilà, j'ai déjà prévu, j'ai les mouchoirs. Donc aujourd'hui j'avais envie de revenir avec une vidéo qui traite un sujet assez important pour moi. Ça fait partie des 2 vidéos les plus cruciales en gros de ma chaîne, même si ma chaîne est un peu morte. Je vais vraiment dévoiler ma vie, je vais vous parler de choses extrêmement privées comme vous allez voir. Je vais vous parler de ma famille, je vais vous parler de ce qui se passe dans ma tête, je vais vous parler de beaucoup de choses très privées. Alors je sais pas si ça va être bien ou pas bien reçu, mais voilà, j'appelle ça un témoignage parce que c'est clairement ce que c'est quoi. Ça a le but de tous les témoignages, j'ai envie de dire. Je pense que j'ai peut-être besoin aujourd'hui d'en parler, j'ai besoin de mettre des mots dessus. Et du coup, je pense que, je sais pas, j'ai envie d'apporter quelque chose. Peut-être que vous connaissez des personnes qui sont dans ce cas-là, que vous avez des amis qui traversent ce genre d'épreuves. Peut-être que vous avez des membres de votre famille qui carrément vivent ce genre d'épreuves. Alors on va pas se cantonner qu'à la maladie de Charcot, parce que il existe une multitude d'autres maladies qui peut être dans votre entourage, donc voilà. J'ai peut-être envie d'apporter un peu de soutien à certaines personnes, qui sait. Je sais pas si j'ai vraiment été forte dans cette épreuve, mais en tout cas j'ai envie que certaines personnes peut-être relativisent, ou certaines trouvent de l'encouragement dans mes paroles. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo va vous toucher d'une certaine façon. Il faut savoir que ce sujet, j'en ai très peu parlé. Aujourd'hui je vais vous confier des détails que peut-être que seulement 2 ou 3 personnes de mon entourage connaissent. J'en ai très peu parlé quand j'étais au lycée ou même sur ma chaîne YouTube, parce que je n'ai jamais voulu qu'on ait pitié de moi. Alors c'est peut-être dû à mon ego, j'en sais rien, et peut-être que vous trouvez ça stupide, mais je déteste qu'on ait pitié de moi. Je ne veux pas qu'il y ait ce sentiment, ce regard envers moi, c'est hors de question. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la maladie de Charcot. Alors je vous arrête tout de suite, ne stressez pas, je n'en suis pas atteinte, en tout cas pas de façon sûre. Mais voilà, je vais vous parler de mon père, parce que tout simplement il a eu cette maladie. Et du coup, j'ai envie de vous parler de mon expérience, de la maladie, comment ça s'est passé, comment ça a évolué, tout ce qui s'est passé. On va juste faire un point rapide niveau médecine pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est la maladie de Charcot. Quand il y avait le truc très connu sur YouTube, Ice Bucket Challenge machin, c'était pour cette maladie. Pour faire assez simple pour ceux qui sont pas calés en bio, on va dire, en médecine en général. Donc la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que ça touche à tout le système nerveux. Pour vous expliquer, quand par exemple je veux lever le bras, faire un signe, n'importe quoi, n'importe quel muscle qui va être utilisé dans mon corps, comme vous le savez, c'est un ordre qui part du cerveau et qui utilise la poêle épinière et tous les neurones pour aller délivrer un message. Donc le neurone, c'est un peu un messager, un message chimique qui va passer dessus, et le message, en disant que c'est une lettre et que notre messager c'est un postier. Quand vous dites je veux lever le bras, le message part dans la petite enveloppe, le postier l'amène jusque par exemple aux muscles du bras qui vont du coup se faire. Que fait la maladie de Charcot? C'est une maladie qui va faire qu'il n'y a plus de postier. Il y en a de moins en moins, il n'y a plus de réembauchement, et du coup on se retrouve avec au final tous les postiers qui partent à la retraite, on va dire ça comme ça. On n'a plus de neurones, on n'a plus de motoneurones. Au final, le muscle ne reçoit plus d'informations, il reçoit plus d'ordre. Et un muscle qui n'est plus sollicité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'atrophie. Donc il s'atrophie, ça veut dire que, comme les personnes par exemple qui sont dans le coma, machin, on les fait bouger et tout, parce que les muscles ont besoin d'être sollicités. Mais avec cette maladie, le muscle est de moins en moins sollicité, ce qui amène dans l'étape finale, vous vous en doutez, la paralysie. Et l'étape hyper finale, vous vous en doutez aussi, c'est la paralysie des muscles cardiaques et du coup la mort. Donc vu comme ça pète pas la joie, je vous préviens, cette vidéo va être assez dark, on va le dire. Donc si vous êtes sensible, je vous propose de quitter direct la vidéo, parce que honnêtement c'est pas non plus la joie.
Mais voilà, donc c'est parti pour mon histoire. Alors ça commence quand j'étais en première, donc c'était il y a 4 ans maintenant. Quand j'étais en première ou même en fin seconde, donc c'est là à peu près que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. Et tout ce que je vais vous raconter, c'était pendant les débuts de ma chaîne YouTube. Et pareil, j'en ai jamais parlé parce que c'est un peu bizarre hein, aussi de balancer sa vie privée comme ça, mais voilà. Donc j'étais en première, en gros quand ça s'est passé, donc on va dire que mon père a été diagnostiqué en 2011 par un spécialiste de Montpellier. Mon père est décédé 2 ans après le diagnostic, donc c'est comme vous voyez une maladie assez rapide. Du coup ça n'a pas non plus été brutal, j'ai pas perdu mon père d'un seul coup, pas par un accident ou autre. Du coup, on va dire que j'ai eu le temps de m'y préparer d'une certaine façon. Pour commencer, donc, je vais vous parler de comment ça s'est passé à la maison, de toutes les étapes qu'il y a eu, donc du début du diagnostic jusqu'au moment fatidique. Mon père a toujours été un peu bizarre, que ça soit mentalement ou autre, mais on s'était dit que c'était à cause de sa famille, de la façon dont il avait été élevé. Vous savez, on a tous des parents un peu bizarres des fois, niveau éducation à l'ancienne, tout ça, tout ça. On s'était jamais dit qu'il y avait un truc qui clochait, ça nous a jamais mis vraiment la puce à l'oreille, on s'était dit bon bah il est bizarre et voilà, ça s'arrête là. Comment ça a commencé? Le début où ça commence à bugger niveau muscles et articulations, c'est que ça commence par les extrémités du corps et en pratique pour mon père ça a été au début avec les mains. Enfin, il a commencé à ne plus vraiment pouvoir faire ça. Il avait les mains qui commençaient vraiment à se paralyser quoi. Il avait du mal à faire des mouvements comme ça, de préhension. Mais il faut savoir que ça s'est assez vite dégradé, ça a évolué assez rapidement. Enfin en 2 ans vous vous dites que c'est quand même pas si rapide que ça, mais quand même je peux vous dire qu'on voit que ça évolue rapidement. Donc ça a été quelque chose d'assez difficile à supporter, parce que visuellement c'était très difficile. Donc ça a commencé par, comme je vous disais, les doigts, les bras. En fait, le premier truc qui a bugué, c'était vraiment les articulations parce que c'était vraiment les mouvements, le fait de plier, de faire des choses comme ça qui a commencé à bugger. On commençait vraiment aussi à avoir l'atrophie des muscles dans le sens qu'il a énormément maigri. Il a toujours été très très mince, mais là ça commençait vraiment à... On voyait que la peau était vraiment pour le coup sur les os quoi. On sentait que le muscle était de moins en moins présent quoi. Ma mère a refusé catégoriquement de le placer en centre ou autre. L'idée de laisser mon père dans un centre spécialisé, quelque chose comme ça, ça nous a jamais effleuré l'esprit, donc on l'a gardé à la maison jusque quasiment au bout. Ça a été assez compliqué parce que je veux pas cracher sur le métier d'infirmière parce que j'ai des amis de toute façon qui vont devenir infirmières ou autre. Mais voilà, mais il faut savoir que les infirmières à domicile sur lesquelles nous sommes tombés, pour dire les mots comme ils sont, c'était des grosses connes hein. Pour vous expliquer, au début mon père ça allait parce qu'il avait encore l'usage de ses jambes, tout ça, il pouvait marcher, on devait le soutenir et tout avec ma mère et mon frère. Mais ça allait parce que on pouvait quand même le déplacer. Ça a été assez dur pour ma mère, j'imagine, de faire l'infirmière quoi, de devoir s'occuper de lui, même jusque dans les choses très privées, vous voyez de quoi je parle. Et voilà, c'est quelque chose que ma mère ne m'a jamais poussée à faire parce que ça... C'était pas mon rôle quoi, hein, je restais quand même sa fille. Donc vous vous en doutez, les soucis sont assez vite arrivés à cause de ses jambes parce que il pesait quand même son poids, hein. Mon père faisait presque 1m80 donc il était... ma mère fait 1m55 donc pour le porter ça devenait assez compliqué. On a commencé à avoir des soucis vis-à-vis de ça parce que ça devenait de plus en plus compliqué de le porter, de le déplacer, de s'occuper de lui. Ou à ce moment-là, ma mère a fait appel à des infirmières comme je vous disais, mais le problème c'est que elles ont été assez méchantes je vais dire parce que elles ont refusé de laver mon père, elles ont refusé de s'accommoder parce que du coup ma mère mettait une chaise dans la douche parce que il pouvait pas rester debout quoi. On est tombé sur des infirmières vraiment pas très sympas, qui étaient pas très malléables, qui voulaient pas s'adapter à notre situation. Du coup ça a été très simple, ma mère au bout de 2 infirmières a pété un câble et elle a dit c'est bon, on va se débrouiller sans vous, merci, au revoir. Ça devenait de plus en plus compliqué à vivre. À ce moment-là, j'étais donc en première S. Niveau stress en fait, parce que
À chaque fois que j'allais au lycée, je savais que ma mère était seule à la maison et qu'il pouvait se passer n'importe quoi. Et évidemment un jour il s'est passé quelque chose, je sais plus si j'étais dans ma chambre ou si je rentrais du lycée à ce moment-là. Un soir en rentrant, j'ai retrouvé mon père par terre avec une énorme flaque de sang. Alors en fait c'est tout simplement parce qu'il était tombé et il s'était ouvert la tête. Il faut savoir que la tête c'est quelque chose de très vascularisé, du coup dès qu'il y a une toute petite ouverture ou autre, ça saigne beaucoup, ça perd beaucoup de sang. Sans vouloir vous plonger dans les détails sordides, mais ça puait le sang quoi, le sang chaud, le sang d'humain quoi, enfin c'était assez compliqué. Donc il a fallu le relever, chose encore très difficile, vous imaginez, je suis pas non plus musclore. Ça a été à partir de là qu'on s'est dit que ça commençait à devenir très compliqué et peut-être pas trop gérable. Mais on l'a quand même gardé à la maison, mais on a à ce moment-là pris du matériel. Ça ressemble un peu à un monte-charge quoi, c'était un gros appareil avec des sangles comme une espèce de grande balançoire. Et on pouvait utiliser les sangles pour les placer sous lui et du coup le soulever comme ça. C'est quelque chose de très déstabilisant et qui fait beaucoup de peine au final, on va dire, de voir son père comme ça. Mais voilà, on a fait quelques mois comme ça. Et donc comme vous vous en doutez, il s'est paralysé de plus en plus. Donc ça a été vraiment les jambes, le corps, il était un peu recroquevillé sur lui-même. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'environ 6 mois avant qu'il décède, il a perdu l'usage de la parole. Il n'a jamais été très bavard de toute façon, donc on n'avait pas non plus un gros manque parce qu'il n'a jamais beaucoup parlé. Donc voilà, donc je pense que je vais accélérer sinon je vais jamais tenir. Donc tout ça c'est arrivé, ça devait être toute ma fin de seconde, l'été et la rentrée de première, je pense que c'était quelque chose comme ça. Quelque chose comme 3 semaines avant qu'il décède, on l'a quand même mis en hôpital parce que c'était juste plus possible, ça devenait trop dangereux pour lui et pour nous, et même la santé de ma mère ne suivait pas tout simplement. On s'improvise pas être soignante ou infirmière, c'est un métier très difficile de base. On l'a mis à l'hôpital, on lui rendait visite de temps en temps et du coup la dernière fois où je l'ai vu c'était donc 2 jours avant. Alors du coup on va arriver au moment fatidique, donc le 22 décembre 2013 donc. Dans la nuit, donc c'était le soir, il devait être 23h quelque chose comme ça, on a reçu le coup de fil basique quoi, le coup de fil de l'hôpital qui nous disait qu'il était parti. Donc voilà, je vous laisse imaginer à quel point ça a été un Noël de merde, hein. On va pas se le cacher. Ça a été sûrement le Noël le moins joyeux de ma vie, hein. J'ai toujours kiffé Noël, c'était toujours ma fête préférée, j'aime trop l'ambiance de Noël, tout ça. Et du coup, ce Noël là on l'a pas vraiment fêté. En plus du coup vu que c'était les fêtes, son enterrement a eu lieu le 31 décembre, donc le jour du nouvel an, histoire de reniquer la fête suivante. Donc on va dire que de toute façon on s'en tape, mais c'est juste que c'est pas le truc le plus agréable quand ça arrive dans une période où on est censé être en vacances et être en mode c'est la joie quoi. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que sa sœur, donc la sœur de mon père, ma tante, était aussi atteinte de cette maladie. Elle est décédée quelques mois après mon père. Donc voilà, vous imaginez un peu ce que ça a fait comme choc à ma famille, hein. On va dire que depuis les liens ne sont plus aussi présents qu'avant, on se voit moins souvent parce que je sais pas, ça a tout simplement ça a fait quelque chose, ça a cassé quelque chose, ça a beaucoup ébranlé tout le monde quoi. Je m'estime, on va dire, chanceuse dans le sens que moi j'ai perdu mon père, donc ça a été beaucoup plus difficile pour mon frère parce que comme vous vous en doutez, un garçon a plus comme modèle un père et une fille a plus comme modèle sa mère, donc moi vu que j'ai toujours ma maman ça va. Le plus dur je pense ça a été pour mes cousines parce que du coup quand ma tante est décédée, elles étaient 3, donc 3 filles. 3 filles pas adultes du tout. Donc voilà, là je pense que ça a été encore pire pour elle au final. Donc le site c'est quoi? C'est j'étais en terminale, il fallait que je passe le bac. Je pouvais pas me refermer là-dessus, je pouvais pas parce que sinon j'aurais pas pu continuer à vivre je pense. Donc comment j'ai passé cette épreuve? J'ai tout simplement
mis ça dans un coin de ma tête. J'ai enfermé ça dans un coffre et j'ai jeté la clé à l'autre bout du monde. Je n'y ai plus pensé pendant au moins un an. J'ai carrément arrêté. J'ai coupé quelque chose dans ma tête. Tout ce qui était relié à mon père, j'ai quick, j'ai zappé. Du coup, je pense qu'en terminale, dans ma classe, il n'y a absolument personne qui a pu s'en rendre compte. J'en ai parlé à que genre 2 profs. Enfin voilà, ça a été quelque chose que j'ai passé sous silence, que j'ai vraiment... J'y ai pas prêté attention, j'ai décidé vraiment de vivre sans. C'était une douleur, je pense, un peu trop importante. C'était quelque chose de trop gros et le temps répare tout, donc j'ai préféré... oublié. Mais vous vous en doutez, il y a un souci, le coffre il n'a pas pu rester fermé non plus ad vitam aeternam. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée donc ensuite en médecine, en première année de médecine, et bien c'est pendant cette année de médecine que ce coffre s'est réouvert tout doucement, parce que tout simplement en médecine on en parlait, on a vu la maladie de Charcot, on en a parlé, on en a discuté et tout. Et en plus je suis allée faire des rendez-vous avec le spécialiste et tout, et c'est là qu'il y a eu un deuxième problème très important qui s'est posé, parce que tout simplement, au-delà d'avoir perdu mon père, j'avais complètement oublié quelque chose vis-à-vis de cette maladie. C'est qu'il n'y avait pas que le décès de mon père, c'est qu'il y avait aussi la question de l'hérédité. Et du coup, ça m'a complètement grillé le cerveau, on va dire, hein. Ça m'a défoncé psychologiquement. Je suis même allée voir le psy de la médecine, c'est pour vous dire. C'est aussi à cette période-là carrément que j'ai arrêté ma chaîne, on va dire que tout est lié quoi, je me sentais plus. J'ai raté complètement mon année de médecine à cause de ça. J'étais dans une optique où je me disais de toute façon à quoi ça sert que je me lance dans des études longues machin et tout si c'est pour mourir jeune. Un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est que du coup mon père avait 51 ans, donc c'est assez chiant. Ma soeur donc avait 10 ans de moins environ, donc elle avait dans les 40 je sais pas combien. Une maladie qui quand même se développe à un âge pas très cool, hein. Mourir à 45 ans c'est pas non plus la vie quoi. Et dans une période comme ça où je me disais à quoi ça sert que j'investisse dans mon étude, dans mes études, dans mon futur, si c'est de toute façon... pour ne pas en profiter pleinement. Petit point encore médecine, la maladie de Charcot c'est une maladie qui peut s'attraper comme ça, au pif, comme un rhume, ces personnages les plains du plus profond de mon être. Et ça peut aussi du coup être héréditaire. Officiellement j'ai 50% de chance de l'avoir, donc vous imaginez que c'est très dur de vivre avec ça. Il faut aussi faire le choix, est-ce que je passe les tests génétiques pour savoir si je suis porteuse de la mutation. Ça fait 2 ans et demi que j'y réfléchis, j'ai eu la médecine et entre temps mon année de pause l'année dernière. J'ai fait un choix, celui de m'en occuper quand j'aurai des enfants, quand les gènes deviendront quelque chose de très important. Mais il faut pas tout voir non plus de façon très négative, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles parmi tout ce tableau de merde on va le dire. Quand je suis allée donc faire ces rendez-vous avec les spécialistes, j'ai appris donc que les recherches avançaient, qu'il y avait environ 2 traitements qui étaient en cours de développement. Ils avaient passé les tests précliniques et ils entamaient les tests cliniques. Techniquement, d'ici 5 ans à 10 ans, il devrait y avoir des traitements. Donc c'est pour ça que je relativise énormément. Je fais confiance à la médecine. Je pense que ça va bien évoluer. Je verrai bien ce qui se passe. Mais du coup, normalement, ça devrait aller pour moi. Je verrai... comment ça évolue, je vous en parlerai si j'ai des nouvelles. J'ai pas vraiment de solution miracle pour passer cette épreuve. Encore aujourd'hui, vous voyez que c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Disons que la blessure qui s'est fait guérit tout doucement. C'est quelque chose qui va prendre sûrement du temps et je pense que le fait d'en parler à tout le monde comme ça va... peut-être aussi me faire du bien, je ne sais pas. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est parti. Ça va faire 4 ans à Noël. Donc voilà. C'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui sont orphelins de naissance. Il y en a qui perdent leurs parents quand ils ont moins de 10 ans. Ça, je trouve ça encore pire. Me dire que j'ai eu mon père jusqu'à mes 17 ans, c'est quand même... ça va. Ça va. En tout cas voilà, je tenais à vous remercier pour tout, pour votre soutien à l'avance là, pour peut-être tous les messages que vous allez m'envoyer et tout ce que vous allez pouvoir me dire.
Si jamais vous êtes dans une épreuve similaire ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravie d'en discuter avec vous, je pense. Je vais peut-être réfléchir à faire un truc comme un live ou quelque chose comme ça, peut-être pour en discuter, pour faire une vidéo, pour faire un après cette vidéo, pour discuter si vous avez des questions, des questionnements, des trucs un peu plus précis, quelque chose que j'aurais peut-être oublié de dire dans cette vidéo, je ne sais pas. Ça a été quelque chose d'assez brouillon, je n'ai jamais écrit mes vidéos et ça ne va pas commencer aujourd'hui. J'aime le fait peut-être que ça soit brouillon, que ça soit désorganisé, c'est pas toujours très pratique. Des fois j'oublie de dire des choses que je voulais absolument dire. Mais voilà, c'est comme ça, au moins c'est moi, c'est naturel et c'est jamais forcé ou joué. Pour vous expliquer rapidement ce qui m'attend cette année, je vais pas retourner en PACES de suite, donc en première année de médecine. Ça sera dans un an. Là je suis inscrite en année P0, donc c'est-à-dire une année préparatoire pour la PACES. C'est dans une prépa privée et du coup je vais bosser à fond le programme de PACES sans passer le concours cette année. Donc ça va être moins stressant et ça va être, je pense, très bénéfique pour me remettre dans le bain tout simplement, parce que là ça fait 2 ans que j'ai mon bac et que j'ai pas vraiment fait grand chose de plus. Donc voilà. Au niveau de ma chaîne, faites vraiment ce que vous voulez. Vous savez que moi je m'en fous, je m'en contrefous de tous les trucs comme ça. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Je vais pas vous faire de promesses, les vidéos arriveront quand elles arriveront. Voilà, tout simplement. Moi je tenais juste à voilà, vous mettre au courant, vous expliquer le pourquoi du comment. C'est sûrement pas une justification pour mon absence parce que on parle de quand même YouTube, on parle d'un loisir, on parle de quelque chose de pas très important dans la vie. Mais voilà, ça fait quand même partie de moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime ma petite chaîne YouTube telle qu'elle est. J'ai passé quand même quelques détails sous silence parce que je pouvais pas vous raconter 2 ans comme ça. Je pense que sinon la vidéo aurait duré 1 heure et ça aurait été juste pas supportable. C'est pour ça peut-être que le live c'est une bonne idée. Et dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voulez qui arrive, si un live ça vous intéresserait, si vous en avez quelque chose à foutre de moi. Voilà, moi je m'en fiche, je le prendrais pas mal si c'est pas le cas. Parce que je ne suis qu'une personne lambda, voilà. On a chacun nos vies, chacun nos soucis. Moi c'est une épreuve que j'ai quand même supportée grâce à ma foi aussi. Il me reste toujours un père dans le ciel, donc voilà, c'est le plus important. Voilà, je vous fais plein de bisous et donnez-moi de vos nouvelles, témoignez, faites ce que vous voulez, mais voilà, me laissez pas seule sous cette vidéo. Bisous.